Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Hamid Frigui, notre metteur en ondes. Bonjour Chantal Ozouf. Bonjour André Malamu. Pour ces nouveaux numéros de Jeux de scène et Jeux de scène et plus. Donc, Jeux de scène. Chantal. Le ballet de l'Opéra national du Rhin, ça vient de Chaillot Théâtre national de la danse. Je l'ai vu au théâtre de la ville. Les deux chorégraphes, Léo Lérus et Sharon Eyal. Je vous parlerai de la deuxième époque. D'ici sont les dragons. Ariane Mouchkine, c'est au Théâtre du Soleil. Le CID, c'est une captation en direct de la mise en scène de Denis Podalides. Ça a été filmé au théâtre de la Porte Saint-Martin et c'est la Comédie Française. Le parfait manuel à l'usage des futurs dictateurs que j'ai vu au théâtre de Belleville de Mariana Lésine et Paul Tillemont. Notre-Dame de Paris, d'après Victor Hugo, c'est adapté par Augustine Pouplin. C'est une mise en scène d'Augustine Pouplin et Lucie Mathéo que j'ai vue au théâtre de l'Épée de Bois. Et nous avons vu Tous coupables Tous coupables, Thermos Grone de Roxane Nicolas, mise en scène de Sacha Villemar. Chantal, ballet de l'Opéra national du Rhin, oui. Chic ça. Oui, c'est un spectacle de danse magnifique en deux parties du ballet de l'Opéra national du Rhin. Le directeur artistique Bruno Boucher a réuni donc deux chorégraphies. La première, elle a été créée en septembre 2025 par Léo Lérus, qui est d'ailleurs passé par la compagnie israélienne Batsheva en 2005, année où Sharon Eyal était devenue aussi chorégraphe attitrée. Donc ici, ça commence par un solo brillant, très travaillé, presque du surplace que propose une danseuse. Son corps bouge, toutes les articulations, et puis on va partir de l'individu pour aller au groupe qu'elle va rejoindre. Les autres n'étaient alors que des silhouettes. On assiste à des sortes d'ondulations. Ils passent les uns à côté des autres. Ça construit différentes lignes chorégraphiques. J'aime le mouvement de leur corps, par exemple la tête renversée à l'arrière. Alors notre imaginaire, il fonctionne à bloc. Moi j'ai vu un bestiaire, j'ai vu des gymnastes pendant l'Antiquité. Il y a un travail aussi sur la lumière qui est très beau et sur le son. En fait, les sons proviennent en partie des vibrations du corps parce qu'ils ont sur eux des capteurs sonores. Dans la deuxième, eh bien, c'est The Look de Sharon Eyal. C'est le contraire, c'est l'inverse. On part d'un groupe monolithique, serré, soudé, noir, aux gestes minimalistes. Et là, on aperçoit un danseur plus grand que les autres qui domine. On se demande si c'est une horde du primitif ou du futur. Et le groupe va s'ébrouer dans une sorte de chorégraphie avec une lumière qui crée une ambiguïté qui va au-delà du genre et j'ai presque envie de dire au-delà de l'espèce humaine. Il y a vraiment de la magie, on voit les bras blancs qui sortent comme ça d'un fond obscur et à un moment donné il y a deux jeunes danseuses sur le devant de la scène où c'est là aussi extrêmement beau. C'est une chorégraphie en demi-pointe et on a l'impression que ces deux chorégraphies nous font remonter, de plonger très loin peut-être dans un inconscient individuel et collectif. C'est au théâtre de la ville. André, la deuxième époque, donc du spectacle mis en scène par Ariane Mouchkine, ici sont les dragons. Oui, qui s'appelle donc, ça va de 1918 à 1933, et ça s'appelle Choc et mensonge. Alors, c'est pas le dernier, ni même l'avant-dernier. Il va y avoir quatre épisodes de Ici sur les dragons, dont le dernier sera sans Ariane Mouchkine, puisque elle va quitter. Le prochain, ce sera à la rentrée, mais celui d'après, elle aura quitté. Alors, bon, attends.
Tu sais quand est-ce qu'a été créé le Théâtre du Soleil? Oui, En 1964. ah oui. Bon, Oui. donc depuis 1964, elle est là. Et donc, elle a mis une lettre parce qu'elle a été mise en cause, enfin le Théâtre du Soleil a été mis en cause pour des problèmes d'agression sexuelle ou autre. Et, mais heureusement, il y a un audit qui a été fait, qui est l'audit dont j'ai pas pu voir, mais j'ai d'autres journaux comme Le Monde ou Libération ont pu le voir. C'était un rapport du cabinet Vigo. Alors, bon, il peut se passer des choses sans que ce soit l'institution elle-même qui soit responsable. Mais alors, ce qui est assez comique, c'est que le cabinet Vigo, par contre, dénonce un petit peu le croix du travail au sein de... Alors, c'est quand même pas très particulier, parce que vous savez que Ariane Mnouchkine, dès le départ, elle a tenu à ce que tous les membres de la troupe soit payés y compris elle-même, de la même façon. Hein. Ils sont actuellement à 2000 euros, etc. Donc il y a un côté quand même assez socialiste, même si le droit du travail, il y a peut-être des heures sup qui ne sont pas payées, enfin je ne sais pas. En tout cas, voilà pour cette histoire et cette fin de règne d'Ariane Mnouchkine, si on peut dire. Et donc, c'est toujours le même principe. C'est une écriture en fait collective. Alors, ils sont plus d'une vingtaine sur scène, c'est énorme. Et donc ils vont nous présenter. Alors techniquement c'est assez intéressant parce que il y a un travail extraordinaire. Il y a des dizaines de petites scènes qui sont représentées avec la plupart du temps des choses historiques. On voit Léon Blum au congrès de Tours, on peut les voir, on voit les déclarations de Churchill, Staline, etc. Bon, et la question, c'est donc c'est fait avec des masques et c'est fait aussi avec des voix. C'est-à-dire qu'il y a quand même tout à côté, et puis beaucoup de surtitres, etc., pour les différentes scènes. Et au fond, c'est assez curieux quand même à regarder, parce que à la fois, si on ne connaît pas l'histoire, on n'y comprend rien. Et si on connaît l'histoire, on connaît l'histoire. Et ça paraît plus comme des illustrations de moments historiques, et souvent des choses très officielles, que ça nous amène à revivre ces moments-là. Donc moi, ça me laisse un peu... voilà, à la fois j'admire le travail, mais je suis un peu, comme la première fois, un petit peu en retrait en ce qui concerne le côté dramatique, je dirais, du spectacle. Donc, mais enfin bon, c'était plein et ça a été très applaudi, donc c'est peut-être un peu difficile, moi. Et donc, c'est à voir évidemment au Théâtre du Soleil. Chantal, ah oui, alors une exception qui confirme la règle, vous savez que ça s'appelle jeu de scène parce que c'est le théâtre vivant, mais là, tu vas nous parler d'une captation en direct de la Comédie Française. Oui, c'est une exception de la Comédie Française qui propose une captation en direct du théâtre de la Porte Saint-Martin, c'est-à-dire qu'on voit les spectateurs, nous, qui s'installent pour regarder cette représentation du Cid, et le metteur en scène est Denis Podalides. Sachant que vous pouvez toujours aller le voir maintenant pour de vrai. Oui, si vous trouvez de la place, parce que justement, c'est parce qu'il est difficile d'obtenir de la place que la Comédie Française procède à ce choix. Alors, donc, c'est la mise en scène de Denis Podalides, elle est assez classique, assez conventionnelle, patrimoniale, comme j'ai beaucoup entendu dire. On est dans un décor assez austère, plutôt clair-obscur, mais quand même avec des cloisons ajourées, mobiles et des niches charabia espagnoles. La mise en scène nous fait entendre les beaux Alexandrins, leur sensualité, la vie des Alexandrins dans cette violente histoire d'amour et d'honneur. Le père de Chimène, Don Gomez, a offensé le père de Rodrigue qui doit venger Don Diego. On écoute
un petit extrait. Alors, ce petit extrait, c'est en fait un travail préparatoire que Denis Podalides avait fait à la table. Mais il se trouve que 2 comédiens de ce travail à la table sont présents dans cette mise en scène de 2026. Il s'agit de Christian Gounod qui joue Don Gomez et Benjamin Laverne qui est Don Rodrigue. À moi, comte, 2 mots. Parle. Ôte-moi d'un doute. Connais-tu bien Don Diego? Oui. Parlons bas. Écoute. Sais-tu que ce vieillard fut la même vertu, la vaillance et l'honneur de son temps? Le sais-tu? Peut-être. Cette ardeur que dans les yeux je porte, sais-tu que c'est son sang? Le sais-tu? Que m'importe. À 4 pas d'ici, je te le fais savoir. Jeune présomptueux. Parle sans t'émouvoir. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Mais t'attaquer à moi? Qui t'a rendu si vain, toi, qu'on n'a jamais vu les armes à la main? Les pareils à 2 fois ne se font point connaître, et pour leurs coups d'essai veulent des coups de maître. Sais-tu bien qui je suis? Oui. Tout autre que moi, au seul bruit de ton nom, pourrait trembler d'effroi. 1000 et 1000 lauriers dont ta tête est couverte semblent porter écrit le destin de ma perte. J'attaque en téméraire un bras toujours vainqueur, mais j'aurai trop de force, ayant assez de cœur. À qui venge son père, il n'est rien impossible. Ton bras est invaincu, mais non pas invincible. Ce grand cœur qui paraît au discours que tu tiens, par tes yeux, chaque jour se découvrait au mien. Et croyant voir en toi l'honneur de la Castille, mon âme, avec plaisir, te destiner, ma fille. Je sais ta passion, et suis ravi de voir que tous ces mouvements cèdent à ton devoir. Qu'ils n'ont point affaibli cette ardeur magnanime, que ta haute vertu répond à mon estime, et que voulant pour gendre un chevalier parfait, je ne me trompais point au choix que j'avais fait. Moi, j'ai trouvé que Denis Podalides parvenait bien à traduire le côté tragique-comique et la complexité de la pièce dans toutes ses nuances, dans toutes ses ruptures. D'ailleurs, il nous est arrivé de rire. C'est Eric Ruff, qui fait la scénographie. Elle est brillante. On passe véritablement d'un lieu à un autre comme un fondu enchaîné, mais je dis un fondu enchaîné scénographique. Alors, je l'ai vu au cinéma. Alors, la caméra, bien sûr, elle va au plus près des visages. Ça me permet d'avoir les expressions. Mais en même temps, eh bien, ça m'a permis de remarquer que Benjamin Laverne, Don Rodrigue, et puis Souliane Brahim Chimène sont peut-être un petit peu vieux pour le rôle. Et je ne pense pas, quand on est dans la salle de la Comédie Française, qu'on le voit. Mais je veux dire quand même que les 2 comédiens sont excellents. Et Benjamin Laverne, il a l'air complètement assommé par ce qui lui arrive, et on se dit, mais comment peut-il avoir un acte héroïque avec toutes ces injonctions qui vont contre ses désirs? Et puis Souliane Brahim, elle est véritablement sauvagement sensuelle, elle est traversée par ses contradictions. On a la pompe avec, comme il le faut, parce que c'est Christian Lacroix qui fait les costumes, donc c'est extrêmement beau. C'est un travail de troupe magnifique et je suis contente d'avoir vu Marie Aupert qui joue Elvire et puis Jennifer Becker-Linfante. Et il faut y aller parce qu'il y a une scène époustouflante avec une machinerie théâtrale pour représenter le cheval, la fameuse scène où le Cid raconte justement son exploit. C'est très intéressant à ce moment-là. Donc c'est le Cid, je rappelle, que j'ai vu en captation dans un cinéma. André, le parfait manuel à l'usage des futurs dictateurs. Donc c'est au théâtre de Belleville. C'est donc une pièce qui a été écrite à la fois par Marianne Lézin et Paul Timon. Et il y a 3 acteurs sur scène.
On ne sait pas il ou elle, on ne sait pas dit, lui et elle. Mais en fait, il y a deux acteurs masculins et une actrice féminine qui sont là et qui nous a donc qui sont Pauline Vaubaillon, Paul Tillemont et Brice Cousin, avec une musique de Nicolas Repac. C'est intéressant parce qu'au début, on va avoir toute une composition, toute espèce musicale, hein, avec de la percussion, avec de la guitare, etc. Et donc, on nous accueille comme c'était des bonimenteurs qui nous accueillaient, et va se décliner déjà les dix principes, hein, du manuel des parfaits futurs dictateurs. Et ensuite, il va y avoir effectivement la prise de pouvoir par un futur dictateur. Alors, il a quelqu'un qui le soutient financièrement et un genre de Bolloré ou autre, non mais quelque chose comme ça, parce que c'est un soutien aussi à la fois financier et à la fois, comment dire, de presse, etc. Et puis, il a une... Alors, au début, moi, je pensais que c'était sa compagne, mais ça finit, c'est plutôt sa sœur, et qui n'a pas les mêmes idées que lui. Parce qu'au départ, elle c'est plutôt pour une révolution plus socialiste, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà comment se fait la prise du pouvoir et la logique. Bon, alors, ça a un petit côté quand même, bon, un petit peu, comment dire... bon, hein, c'est pas d'une légèreté folle, mais c'est marrant. C'est marrant et c'est bien fait, et c'est intelligent, et effectivement, je trouve que ça renvoie un peu à l'actualité. C'est une pièce politiquement, je dirais, engagée, et comme bon, je partage cet engagement-là, ça me va assez bien. Donc c'est au théâtre de Belleville, le parfait manuel à l'usage des futurs dictateurs. Chantal, Notre-Dame de Paris d'un certain Victor Hugo, mais là c'est une adaptation, évidemment parce que c'est très peu gros, d'Augustine. Oh non, oui. Oui, d'Augustine Pouplain. Pouplain. Oui. Bon, bah, il y a beaucoup de travail, hein, un gros travail d'adaptation, parce que la pièce, elle est resserrée autour de 6 personnages. Ça se joue pas à Notre-Dame. Non, ça se joue pas, mais Dommage. Dommage. Mais bon, voilà. Donc, Quasimodo, dans cette adaptation, il n'est pas tellement présent, en fait, hein, comme je l'avais imaginé, mais il paraît aussi que dans le roman, il n'a pas une aussi grande place qu'il y a dans notre imaginaire, hein. Donc, on peut être surpris par cette relecture qui va à l'encontre de certains clichés qu'on a face à cette œuvre. Et c'est vrai que j'ai mis du temps à accepter Esmeralda, parce qu'on a tendance à la voir comme une belle gitane, mais là, eh bien, c'était une comédienne aux cheveux blonds, une Esmeralda peut-être plus fragile, mais en tout cas extrêmement engagée, qui va défendre ceux qui subissent des injustices et qui sont des déshérités. Elle apparaît en robe blanche, avec un peu le cerceau là, qui permettait d'avoir l'ampleur des robes, et au fur et à mesure du spectacle, eh bien, sa robe devient de plus en plus salace parce qu'elle va subir la torture. Il y a un très bel éclairage là dans cette pièce, parce que on va avoir, ça se joue quand même, il faut le dire, dans la salle en pierre de l'Épée de Bois. Donc déjà, ça sublime le travail de la scénographie. Et cet éclairage à la lampe électrique sur le visage rend l'atmosphère complètement fantastique. C'est une troupe jeune. Alors c'est vrai qu'au début, j'ai un petit peu résisté, et il faut aller au-delà de cette convention parce que c'est bien joué. Et la scénographie, alors tu parles de la cathédrale, quand on arrive, on voit tous les décors, les éléments du décor qui sont cachés sous des grands blancs, sous des grands draps blancs, et puis en fait on va découvrir c'est très bien, hein, c'est une petite structure en ferraille pour qu'on voit la cathédrale Notre-Dame. Du mélodrame, on en a vraiment beaucoup, mais comme j'ai dit tout à l'heure, on a cette radicalité dans le récit
autour des injustices, et il y a un questionnement sur la destinée, et d'ailleurs il y a le sous-titre qui nous l'indique. Alors je pourrais parler de tous les comédiens, mais je citerai Lucie Mathéo qui joue le poète Gringoire. Elle a quelque chose de gothique, de lunaire, de Pierrot qui est très beau. La compagnie s'appelle Spleen Nétique, et on entendra à un moment donné un poème de Baudelaire, La rue assourdissante. Donc ils ont très bien traduit la démesure de presque tous les personnages, et l'enchaînement des scènes va se faire de plus en plus fluide au fur et à mesure que progresse le spectacle. Vous avez jusqu'au 16 mai pour voir cette Notre-Dame de Paris à l'épée de bois. André, alors, tous coupables, Thermos, Grone, de Bon. Roman Nicolas. Ouais, j'ai vu ça, j'étais un peu bébête parce que j'ai bien senti qu'il y avait un rapport avec Carlos Ghosn. Carlos Ghosn. Mais voilà, donc c'est une farce qui se joue donc au Théâtre de la Tempête, dans la salle Adrien maintenant, c'est plus Copie, c'est Adrien. On écoute une partie de la bande-annonce. Va falloir se montrer plus discret que ça, mon petit Grone. Alors taisez-vous et entrez dans la malle. Oui, madame. Où est Thermos? Ça ne colle pas. Pardon, monsieur Thermos Grone, je n'ai jamais pu résister aux ordres. J'en étais sûr. Vite, patron, faut s'enfuir. Patron, faut sortir de la malle. On ne se portera pas. Ici, qu'attendez? Oh, c'est le check sécurité. Quoi? Déjà? Quoi, ce pisse-mort? Vous êtes en état d'attestation. Je vais aller en prison. Et tout ça, c'est ta faute. Scie-toi la main. D'ailleurs, c'est un meurtre. Oui, patron, à vos ordres. Ça foire mal. Oui, patron. Oh. Donc j'ai beaucoup tout aimé. Oui. C'est une farce évidemment, mais l'écriture. Déjà, l'écriture de Roman Nicolas, elle est formidable. Pourquoi? Parce qu'elle va jouer avec le langage. C'est une écriture terriblement poétique. On joue avec les mots, on répète les mots, on les transforme. Oui, c'est un peu comme à la manière de Tardieu, Oui. un mot pour un autre. C'est formidable déjà. Et puis l'écriture, c'est pas seulement l'écriture, c'est aussi le côté circulaire des choses, puisque ça tourne en rond. Ça tourne en rond et de plus en plus en rond, mais d'une façon intelligente. Et donc la situation, hein, c'est que cet homme, qui est un grand homme d'affaires, a mis plein d'argent de côté et il veut se tirer. Et donc, alors, on joue avec, on sait bien que Ghosn a réussi à s'extraire du Japon de façon extraordinaire, en payant d'ailleurs des professionnels, je pourrais dire, mercenaires et autres, mais à l'intérieur de bagages, d'une caisse. Et là, on va avoir cela rendu par par le costume caisse, qui est très 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 drôle. Et ensuite, bon, ça va, comment dire, on va jouer comme ça, et la scénographie est extraordinaire parce qu'on a là quelque chose de circulaire, mais avec des décors différents qui vont tourner. Il y a au moins 5-6 situations de décors pratiquement différentes. Ah, Chantal, Oui, alors vas-y. moi j'ai aimé aussi ce langage à double sens, parce que rien n'est réaliste Ouais. dans le détail, mais tout est vraisemblable dans la satire du système capitalistique, comme on dit. Moi, il y a des tirades qui sont délirantes sur l'arbre des possibles. Bon, ils vont chercher des hypothèses pour se sauver. Il y a un moment donné, il y a un enchaînement linguistique autour de inexorable. Il y a des mots néologismes. Le pisport, par exemple, qui est important pour la frontière. Il y a un comique de mots presque existentiel et identitaire sur le moi. Tout cela renforce la théâtralité du jeu
des costumes, ça éclabousse, Arnaud, Sarkozy, etc. Et puis, Stéphanie Colneau, que tu as citée, elle est magnifique dans son petit costume fonctionnaire col blanc, là, et sa perruque. Et c'est Étienne, Guillot et Véronique Mangenot qui jouent les douaniers, les policiers, la Père Noël, un archange Et et on Michel. joue sur les sexes, hommes, femmes, les genres, etc. C'est très drôle. Et la scénographie finale est époustouflante. Tu l'as un petit peu dit, mais il y a un emballement verbal et accumulatif et scénographique pour montrer toutes les dérives du capitalisme. Voilà. C'est notre coup de foudre Oui, tout à fait, pour l'émission de ce jeu de scène. C'est donc à aller voir absolument Tous coupables. Vous avez encore quelques temps. C'est parce que ça vient juste de commencer, au Théâtre de la Tempête. Chantal, tu nous as parlé alors, Notre-Dame de Paris, donc d'après Victor Hugo, adapté par Augustine Pouplin, mise en scène Augustine Pouplin et Lucie Mathéo au Théâtre de l'Épée de Bois. Le parfait manuel à l'usage des futurs dictateurs de Mariana Lézin et Paul Tillement, c'est au Théâtre de Belleville. La captation en direct du Théâtre de la Porte Saint-Martin, le Cid, mise en scène Denis Podalides, comédie française. Ici sont les dragons, deuxième époque. Ariane Nouchkine, c'est au Théâtre du Soleil. Et le ballet de l'Opéra National du Rhin qu'il faut voir, il faut aller voir si vous en avez la possibilité. 2 chorégraphies, Léo les Russes ici, Sharon Eyal, The Look, que j'ai vu moi au Théâtre de la Ville de Paris. Et donc, avant de se retrouver pour la deuxième partie, jeu de scène et plus, c'est-à-dire cinéma, exposition, livre, eh bien, je crois que Chantal, la semaine prochaine, tu vas nous parler d'un spectacle au Théâtre de la Ville qui présente Jacques Brel. Tout à fait, c'est Anne-Theresa de Kersmacher qui présente actuellement au Théâtre de la Ville ce très bel hommage à Jacques Brel. Alors, on écoute Jacques Brel. Et nous revoilà après Brel. Rebonjour Ami Friguil, rebonjour Chantal Ozouf. Rebonjour André Malamu. Et toutes et tous pour cette deuxième partie de Jeux de scène et plus. Et là, on est dans le plus, mais un peu hors de scène, puisque je vous parlerai de Escape Gone, qui est une BD de Michel Stanjowski et Mohamed Kraitem. Et moi, je vous parlerai d'un essai de Leila Slimani, Assaut contre la frontière, édité chez Gallimard. Au musée Marmottan-Monet, j'ai été voir une exposition de Giovanni Segantini, Je veux voir mes montagnes. À la Cité des sciences et de l'industrie, j'ai vu une exposition intitulée Frontières, le mot est au singulier, d'Astrid Aron et Maude Gouy. Et puis à l'espace Saint-Michel, je souligne parce que c'est un lieu rare, j'ai été voir l'entente, la face cachée d'Alexandrie de Mohamed Rachad. Et le film Nous, l'orchestre, qui présente la Philharmonie de Paris, c'est un film de Philippe Béziat. Alors, Escape Gone. Oui, Escape Gone. Il n'était pas question qu'on soit taxé de complaisance, affirme Michel Stanjowski, qui a mis en bulle, en collaboration avec le dessinateur Mohamed Kraitem et le co-rédacteur en chef de L'Orient le Jour, Anthony Samrani, le récit rocambolesque de l'évasion du Japon de Carlos Ghosn. Leur bébé, Escape Gone, Samir éditeur, retrace avec humour le voyage dans une boîte à instruments de son l'ex-grand patron de l'alliance Nissan-Renault, tout en portraiturant en filigrane le personnage. Bon, j'ai lu ça dans L'Orient le Jour, parce que c'est eux qui ont fait ça.
en passant comme ça, quand un des rédacteurs de L'Orient le Jour est passé au moment où a atterri Carlos Ghosn, et quand il a vu l'émotion que ça avait suscité, la foule qu'il y avait, etc., il s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose, et il a confié ça, donc, il a confié ça à Anthony Samrani, et voilà, et surtout à Michel Stanjowski. Mais je me méfiais un peu, ils ne voulaient pas faire quelque chose pour Carlos Ghosn, c'était pas la question. Mais ils ont interviewé, ils l'ont vu 4 fois. Ils sont allés le voir, etc. Et puis, ils ont créé cela. Alors, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect de cette évasion du Japon, qui est quand même extraordinaire. Et donc, ça me rappelle, et ça m'a beaucoup aidé à reconsidérer la pièce dont je vous ai parlé à la fin de la première partie. Parce que forcément, on voit la façon dont on a tourné ça en farce d'une façon tellement intelligente dans la pièce. Là, c'est pas la même chose, au contraire, il va y avoir 2 aspects. Et c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant du point de vue BD, on est à la fois dans la tête de Carlos Ghosn. Et quand on a la tête de Carlos Ghosn, on est dans le bleu, et on voit pas grand chose, hein. Et dans la tête de Carlos Ghosn, il y a sa tête, et puis il y a aussi son petit génie japonais, son petit qui vient et il est, alors c'est ça qui est très drôle, parce que il est dans la démesure. C'est quelqu'un, enfin, d'après la BD, qui a une sorte de confiance en lui, une sorte de, comment dire, je sais pas comment ça s'appelle, quand on est sûr de soi et que pense il a une arrogance égocentrique. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais en même temps, évidemment, c'est pas toujours facile dans la situation où il est. Pas toujours facile d'avoir une arrogance égocentrique quand on est dans une tombe, quoi, parce que qu'est-ce que c'est que ce bagage, finalement, il est dedans complètement calfeutré, etc. Donc c'est très, 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 très amusant, ce va-et-vient entre la situation externe, d'une part, et puis la psychologie du personnage. Et ensuite, évidemment, il y a un côté documentaire, d'une certaine manière, sur cette évasion. Donc je vous conseille ça fait 2-3 ans, mais c'est encore tout à fait disponible. Ça s'appelle Escape Ghosn et c'est aux éditions Samir. Chantal. Oui, alors Assaut contre la frontière de Leila Slimani. En fait, c'est une commande de l'année dernière du directeur du Festival d'Avignon qui avait demandé à Leila Slimani d'écrire un petit essai relatif à l'arabe, puisque c'était l'arabe qui était la langue invitée de cette édition. Donc là, elle va parler de son rapport à la langue arabe. On va écouter le début, où elle explique d'où lui est venue cette idée. Alors mon livre Assaut contre la frontière commence par l'histoire d'un cauchemar, qui est un cauchemar récurrent, dans lequel je me trouve dans une salle sombre, un peu effrayante, face à quelqu'un, un homme, qui me demande de parler. Je sais que je vais devoir m'adresser à lui, je sais que je vais devoir défendre mon cas, et au moment où je lui parle en français, il me répond qu'on n'est pas en France et que je dois parler en arabe, et là ma gorge se noue et je n'arrive pas à trouver les mots. J'ai du mal à donner un nom à cette langue arabe, et d'ailleurs dans le livre il y a plusieurs manières de la désigner. Je dis ma langue, je dis la langue paternelle, parce que c'est une langue que j'associe beaucoup à mon père, et cette perte dans la transmission, je l'associe beaucoup au silence de mon père par rapport à cette langue. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui je dirais plutôt une langue fantôme qui vit en moi, parfois comme un poids, mais en même temps comme une forme de mélancolie. J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait, elle pose la question de savoir si elle, qui ne parle pas bien l'arabe, qui ne le lit pas, qui ne l'écrit pas, est-ce qu'elle peut se revendiquer complètement marocaine ? Donc ça peut parler à certains. Et sa grand-mère, par exemple, était d'origine alsacienne, je ne le savais pas, et à la fin des années 1940, elle avait appris l'arabe et s'était bien démarquée des colons qui avaient tendance à mépriser cette langue. Alors,
Elle analyse bien sûr ces différents sentiments, ces sentiments de honte, de chagrin, de colère, de frustration. Et c'est en venant en France à 18 ans qu'elle a compris qu'elle était arabe. Moi, je n'ai pas encore lu ces romans, mais j'ai envie de les lire parce que je sais que ces personnages sont traversés par toutes les problématiques qui sont abordées dans ce roman. Et elle réfléchit vraiment sur l'importance qu'on accorde aux frontières linguistiques. Son ouvrage s'engage contre les visions populistes qu'il peut y avoir actuellement, qui créent des langues murailles, des langues frontières et qui détestent le métissage. Donc je vous encourage à lire cet ouvrage qui est très court, Assaut contre la frontière de Leïla Slimani. Nous abordons la question de nos expositions. Alors tu es allé, André, au musée Marmottan-Monet. Je veux voir mes montagnes de Giovanni Segantini. Oui, qui a vécu de 1858 à 1899, donc la deuxième moitié du 19e siècle. Et donc, il a évolué justement dans cette conception de la peinture et des mouvements. Il démarre réaliste. Et donc, ce qui l'intéresse, c'est alors, on va avoir des paysages et surtout des scènes avec des bergères et surtout des animaux, droit des troupeaux de différents types d'animaux dans la nature, dans la montagne. Et il va devenir, il va changer, il va passer du réalisme grâce à l'impressionnisme à quelque chose d'autre. Et c'est ça, alors... Vers l'abstrait ? Pas non, on va pas jusque-là, on est loin de l'abstrait, mais on a le pointillisme et après le divisionnisme. Alors, il s'agit, et là je dois dire que il est assez exceptionnel de ce point de vue-là, d'arriver, au lieu de fondre les couleurs, on fait des petits points, mais de vraies couleurs fortes comme ça, et ensuite après des vignettes, et ça va faire des éclairages, c'est-à-dire que tout d'un coup les paysages, les scènes, et donc il passe donc par l'impressionnisme, il va passer à un certain symbolisme. Et donc, ce qu'il représentait, ces personnages, etc., qui étaient représentés comme dans la société, quoi, comme quelque chose de l'agriculture sociale, va se transformer en montagne, en ascension, en quelque chose de plus élevé, de plus abstrait, pas complètement non plus, mais enfin, donc et c'est ça qui est intéressant dans cette exposition, et qui n'est pas par hasard. C'est l'évolution, la progression. Voilà, qui n'est pas par hasard dans ce musée Marmottan-Monet, mais oui, les impressionnismes. Pourquoi ça s'appelle les impressionnismes ? À cause du tableau Impression au soleil levant de Monet. Et moi, je le connaissais, mais je ne l'avais jamais vu finalement. Et donc, la seule chose que j'ai trouvée, c'est qu'il m'a paru un peu plus petit que dans ce que j'imaginais, en fait. Et donc, c'est intéressant, parce que vous savez que le mot impressionniste, au départ, c'est une injure. C'est un critique qui, d'après ce tableau, a essayé de fustiger cette façon de peindre, mais au contraire... Pas conventionnel. Oui, ça a été repris. Donc, voilà. Donc, Giovanni Segantini, Je veux voir mes montagnes, c'est au musée Marmottan-Monet. Chantal. Frontières, à la Cité des sciences et de l'industrie. C'est une exposition qui se donne jusqu'au 2 janvier. Alors, les commissaires sont Astrid Aron et Maude Gouy, et il y a une scénographie Renaud Gian. Alors, il y a un comité scientifique et culturel qui a été constitué au moins de 13 spécialistes. Dans cette exposition, d'emblée, on nous dit qu'on ne va pas nous parler ni de l'Ukraine, ni de la Palestine,
ni d'Israël. Pourquoi? Parce que les scientifiques, les géographes, les historiens n'ont pas suffisamment de recul et que nous sommes en plein conflit. Aucune frontière, alors ça je l'ai appris, aucune frontière n'est naturelle en fait, hein, c'est le résultat des enjeux politiques des différents pays. Ce n'est pas une exposition exhaustive, mais ce qui est bien, c'est qu'elle va prendre 9 espaces qui sont analysés pour montrer les différentes problématiques. Alors d'emblée, moi j'ai trouvé, et c'est assez rare, que la scénographie de l'exposition était très réussie. Pourquoi? Parce qu'elle nous met dans un certain confort intellectuel. C'est difficile d'utiliser ce terme quand on aborde la question de la frontière, mais tout de même, on est dans un certain confort pour recevoir toutes les vidéos, pour recevoir tous les documents, les cartels, et c'est une scénographie qui renvoie au cap représenté avec des couleurs. Donc on voit des bassines, on voit des tapis aux couleurs vives et criardes. Moi, je ne vais pas m'attarder sur les données scientifiques, parce que je pense que c'est une exposition que chacun doit aller voir pour justement prendre connaissance des différentes informations. Donc, moi, je prendrai plutôt un angle humain pour en parler, pour me souvenir de ces personnes qui ont eu des soucis avec les frontières. Et bien, par exemple, il y a un ensemble de photos de 6 regards qui m'a vraiment troublée de Frédéric Chanet. J'ai été aussi très émue quand j'ai vu le camp de Garoua-Boulé. C'est une frontière qui se fait humanitaire, et là ce sont les réfugiés qui viennent du Centrafrique et qui vont au Cameroun. Il y a bien sûr le cas de la DMZ, la frontière entre la Corée du Sud et Corée du Nord. C'est une zone délimitarisée, 250 km de frontière, et c'est d'une largeur de 4 km. Bon, j'ai vu là 2 visiteurs, et j'ai compris qu'ils revenaient de Corée, donc je me suis autorisée à leur poser une question. On les écoute. J'entends que vous êtes allé visiter la DMZ. Qu'avez-vous ressenti? J'ai ressenti un mélange, un grand contraste entre une atmosphère très touristique, futile, volatile et très commerciale, et l'émotion ressentie devant ce lieu de grande souffrance, de guerre, avec en particulier la statue de ces 2 jeunes esclaves sexuels, et de contempler de loin ce lieu où encore beaucoup de tyrannie s'exerce, avec de l'émotion et un contraste donc entre joie, futilité et recueillement. Je vous remercie. Ça va ? Monsieur, vous acceptez de me dire quelques mots sur cette DMZ? Naturellement. Aller en Corée et ne pas aller voir cette zone frontière entre la Corée du Sud démocratique, libre, et la Corée du Nord, ça aurait été pour moi un voyage qui aurait été inutile. Mais ce qui m'a gêné surtout, c'est une sorte de malaise. Observer depuis la terrasse où il y a des longues vues, voir des zones de l'autre côté où ils sont encore emprisonnés dans un système tyrannique, on a l'impression d'être au zoo. C'est ça. J'ai une impression de malaise, et à la fois la joie, ça a été aussi de pouvoir faire ce voyage-là. Combien de temps ça va durer? On espère que les 2 Corées seront réconciliées. Donc ce voyage-là a été très utile dans ce sens-là. C'est chargé d'histoire, bien sûr, et beaucoup d'émotions. Je vous remercie. Donc, toujours sur le plan humain, j'ai envie de citer Blessin Mathieu. C'est une jeune migrante nigériane qui a été retrouvée morte dans la Durance en France. Alors, bien sûr, on sait que lorsque les voies légales se ferment, le parcours migratoire devient de plus en plus dangereux, et on y voit des choses terribles. Par exemple, les caminantes qui passent du Venezuela à la Colombie, et il n'y a pas de structure étatique là pour les aider. Donc, moi, en plus, pour me documenter, j'ai acheté, parce qu'il est très bien fait, le journal de l'exposition, et je me suis rajouté une petite BD de Andrea Ferraris et Renato Ciocca, La cicatrice, pour évoquer le mur de Trump. Donc, moi, je pense que c'est une exposition où je retournerai, parce que je n'ai pas véritablement
reçu toutes les informations. André, l'entente La face cachée d'Alexandrie de Mohammad Rashad. Alors, j'ai eu la chance de voir ce film. C'était pas donné, parce que c'est un film qui se joue à Paris, une fois par jour. Voilà. Et ça se joue donc à l'Espace Saint-Michel. À l'Espace Saint-Michel, que je salue, justement, pour prendre des films comme ça, comme je salue Luminor. Luminor est aussi un espace en danger. Hein. Donc, il y a heureusement des cinémas comme ça qui vont nous permettre d'aborder ce genre de choses. Donc, c'est un film qui vient de sortir, donc c'est pour ça que j'ai connu son existence. Et ça m'a intéressé parce que c'est une coproduction Allemagne, Arabie Saoudite, Qatar, Égypte, France. Hein. La langue est l'arabe. Hein, c'est sous-titré en français avec parfois quelques peu... Bon, non, ça va. Mais c'est Mohamed Rashad qui met en scène cette histoire. Et je dois dire que, d'une part, l'histoire est prenante, mais d'autre part, il y a des vues. Bon, alors, je raconte un tout petit peu, mais sans spoiler. Donc, deux frères, hein, Ossam, 23 ans, qui a fait un peu de tôle, je suppose, parce que c'était un genre de dealer ou pas. Et son frère, Maro, 12 ans, se retrouve, et le petit Maro refuse d'aller à l'école, il veut aller avec son frère à l'usine. Quelle usine? Alors, je ne sais pas exactement, c'est une usine où on taille des pierres, enfin, ce qu'on fait, j'arrive pas, mais c'est énorme. Et ça, c'est une des choses qui m'a le plus enthousiasmé, c'est ces scènes, ce filmage de l'usine. Et du travail à l'usine. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et donc, comment ça se fait qu'il arrive à être embauché? Parce que son père travaillait à l'usine et il est mort dans des conditions un peu particulières. Alors, pris entre... Enfin voilà, je ne vais pas tout raconter, mais on a ce double plan, le plan familial, avec la mère, hein, qui fait du lipodème, hein, c'est-à-dire qu'elle a des jambes complètement énormes, et avec donc ce père qui vient de mourir, et avec ses deux frères qui se concilient ou se réconcilient, on a tout cet ensemble, et surtout avec les vues de cette partie d'Alexandrie, avec les vues de cette usine, etc. J'ai trouvé que c'était un film vraiment très, très, très intéressant. Donc, je ne vous dirai pas, l'horaire, je sais que ça se joue une fois par jour, l'horaire change pratiquement tous les jours, et ça se joue que, alors un peu en banlieue, je ne sais plus exactement où, mais à Paris... Peut-être au Méliès de Montreuil. À Paris, c'est à l'espace Saint-Michel, et je vous encourage vraiment à aller le voir. Moi, c'était... quelle chance j'ai eu d'aller voir ça. Chantal. Eh bien, moi aussi, j'ai eu beaucoup de chance d'aller voir un documentaire prodigieux sur la Philharmonie de Paris. C'est un film de Philippe Béziat. Donc, c'est un film qui va créer un engouement pour la Philharmonie. Donc, le documentaire présente 3 chefs. Et on est complètement emporté par le jeune chef finlandais Klaus Mäkelä, qui dirige l'orchestre avec une expressivité, une gestuelle puissante, authentique et sincère. Il y a aussi un autre chef plus âgé de 97 ans, Herbert Blomstedt. Lui transmet son énergie avec des gestes minimalistes, mais ça fonctionne, et on nous montre l'arrivée d'une chef, CHE2FE, une femme, Elim Chan, qui va découvrir l'orchestre. La musique dans ce documentaire est prioritaire. Cela veut dire qu'on entend tout au long de la musique symphonique qui n'est jamais arrêtée ou coupée. Et le mode d'interview de quelques instrumentalistes de l'orchestre est tout à fait original, parce que l'interviewé est filmé en situation d'écoute. Il intériorise ce qu'il entend
et c'est par des cartels, comme dans un film muet, qu'on va savoir ce qui est dit. On écoute un petit bout de la bande-annonce. Ce sont 18 violonistes qui vont faire le même geste, centième de seconde près. Ça m'impressionne énormément. La force du collectif et de cette volonté de jouer ensemble. Sur ma droite, j'ai mes collègues bassonistes. Il y a les cuivres derrière. Les violoncelles sont devant. Tout le monde peut avoir à un certain moment l'impression de servir à rien. C'est faux. On se remercie, on se félicite assez régulièrement, quoi. Faut être un peu plus que collègues. Sinon, ça prend pas. Sinon, les concerts sont moins bien. Quelques scènes sont filmées à l'extérieur. On voit par exemple une jeune violoniste d'origine arménienne qui vient de sa banlieue. On va suivre un musicien qui fait son trajet à vélo. Le bâtiment de la Philharmonie est complètement transcendé. Vous le voyez, le toit avec les oiseaux. Et il y aura à un moment donné justement un vol des tourneaux. C'est magnifique. Donc moi j'ai adoré parce que la caméra circule dans tous les espaces de travail et le point de vue est associé au point de vue d'Ouïe. Et quand on quitte un pupitre, parce qu'il a fini de jouer, eh bien on a l'impression de partager la vie musicale de cette philharmonie. Donc j'ai complètement été attrapée par la musique. Bien sûr que je ne connaissais pas tous les morceaux. Il y a le générique qui va me dire de quoi il s'agit. C'était donc Nous l'orchestre de Philippe Béziat. Et je vous ai parlé de L'Entente, la face cachée d'Alexandrie de Mohamed Rachad. C'est aussi un film. Une belle exposition documentée et nécessaire, Frontières à la Cité des Sciences et Industries, d'Astrid Aron et Maud Gouy. Je veux voir mes montagnes, de Giovanni Segantini. C'est au musée Marmottan-Monet. Et arrêtez-vous sur la lecture de l'essai de Leila Slimani, Assaut contre la frontière, édité chez Gallimard. Et lisez Escape Gone, la BD de Michel Stambowski et Mohamed Karatem. Voilà. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dramatiques et plus. Au revoir.